Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, bonjour Nicolas Mirkovic, notre résistant du jour. On est un petit peu plus tardif que d'habitude. Il est 21h quand vous regardez cette émission. Nous sommes le jeudi de Thanksgiving. On souhaite d'ailleurs un joyeux Thanksgiving à tous nos amis américains. Eh bien non, Nicolas, aujourd'hui, tu n'as pas, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, souhaité parler des États-Unis d'Amérique. Tu veux nous parler de l'Europe, l'homme malade de l'Europe, l'Union européenne, pardon, l'homme malade de l'Europe. Pourquoi ce choix de sujet ? Je prends ce sujet, on se souvient donc que c'est le tsar Nicolas Ier qui parlait de l'homme malade de l'Europe en parlant de l'Empire ottoman qui, au milieu du 19e siècle, ne cessait de voir sa puissance s'étioler sur le continent européen. Et donc, c'est une expression qu'on a réutilisée depuis pour différentes nations européennes. Mais si on regarde de près ce qui se passe en Europe aujourd'hui, l'homme malade de l'Europe, c'est l'Union européenne où, je vais être plutôt politiquement correct et respecter la parité, on pourrait parler de femme malade de l'Europe aujourd'hui, comme ça tout le monde est heureux, parce que quand on regarde ce qui se passe, et je vais parler d'un article de Politico, on arrive vraiment dans le summum du ridicule, de la mauvaise préparation, la mauvaise réflexion de la part de nos commissaires européens et des conséquences de leur politique suicidaire. On va voir là où cela mène, notamment dans les pays baltiques. Alors effectivement, tu nous dis très clairement, les pays baltiques sont un problème, notamment pour l'Union européenne. On voit qu'il y a beaucoup d'agressivité. Ce sont des micro-États, comme les appelle Xavier Moreau, effectivement des micro-États, mais ceci étant avec un maxi-pouvoir. Alors, bon, moi j'ai du respect pour tous les États et tous les peuples, et si les pays baltes veulent être indépendants, c'est complètement leur choix. Ce qu'il faut, c'est faire évidemment attention quand on a un voisin aussi puissant que la Russie, on évite de s'en faire un ennemi, ce qui n'est pas le cas des responsables politiques baltes aujourd'hui. Je suis même pas sûr que leur peuple soit 100% d'accord. Et aujourd'hui, cet article de Politico que je veux commenter est complètement ubuesque. Figurez-vous que les pays baltes, qui sont parmi les pays les plus vociférants dans les sanctions que l'Union européenne doit apporter contre la Russie, dans les menaces que l'OTAN doit apporter contre la Russie. On a vraiment l'affaire des petits États qui sont en première ligne pour dénoncer la Russie. Donc, je pense qu'il faudrait quand même qu'ils fassent attention parce que la Russie demeurera toujours leur voisin. Eh bien, ils viennent de se rendre compte que les sanctions que l'Union européenne applique contre la Russie pénalisent leurs propres économies. Et figurez-vous, là, c'est la meilleure, l'Union européenne va débourser des fonds spéciaux pour aider les pays baltes dont les économies sont victimes des sanctions appliquées contre la Russie. Donc, vous avez des responsables politiques baltes et européens qui appliquent des sanctions contre la Russie, contre le voisin des pays baltes. Et maintenant, il va falloir aller chercher plus d'argent pour compenser les pays baltes. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la Russie étant quand même une grande puissance européenne, c'est la première puissance européenne en PIB en parité de pouvoir d'achat, la Russie, historiquement, a toujours investi dans les pays baltes. La Russie envoie beaucoup de touristes en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Et en Finlande aussi, on va parler de la Finlande aussi, qui n'est pas un pays balte, mais la Finlande a le même problème, puisqu'aujourd'hui, la Finlande a décidé de ne plus être un pays neutre, de rentrer dans l'OTAN. La Finlande est devenue plus européiste que les européistes et a décidé vraiment de faire de la Russie son ennemi. Et pareil, vu l'histoire de la Finlande et de la Russie, elle ferait mieux de faire attention. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle doit se soumettre à la Russie, mais il faut qu'elle soit prudente. C'est sa voisine. Eh bien, vous allez avoir le 14 décembre prochain une manifestation qui s'annonce quand même assez importante de Finlandais qui ne veulent plus de la fermeture des frontières. Cette manifestation s'appellera le Rajat Auki, excusez-moi pour la prononciation qui n'est certainement pas bonne, mais vous allez voir des Finlandais qui se plaignent parce que d'abord, vous avez pas mal de familles mixtes, donc du coup, les familles ne peuvent plus se voir. Il y a nettement moins de tourisme d'un côté de la frontière comme de l'autre. Et si vous allez dans la région de Carélie du Sud, on estime que la perte liée à la fermeture de frontières se compte à plus de 1 million d'euros
par jour. Donc, on est vraiment en train de se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe complètement folle, cette Union européenne complètement folle, qui applique des sanctions qui sont, à vrai dire, des boomerangs. Parce que les Russes vont certainement perdre un petit peu d'investissement dans les pays baltes, ils vont faire moins de commerce avec la Finlande, mais ils vont compenser cela par plus de commerce avec l'Asie, avec l'Afrique, avec le reste du monde, ce qui n'est pas forcément le cas des habitants de Carélie du Sud, ou des Estoniens, des Lituaniens ou des Lettons. Donc, cette situation se retourne contre les pays membres de l'Union européenne et l'Union européenne va aller demander de l'argent aux autres contribuables européens pour dépanner ces pays-là qui sont parmi les plus vociférants, parmi les plus agressifs dans la campagne de russophonie, de russophobie actuelle. Et ça montre une fois de plus que nous avons à la tête de l'Union européenne des idéologues qui ne calculent pas, qui ne mesurent pas les impacts, les effets des politiques qu'ils appliquent. N'oublions pas que l'Union européenne est la région avec le taux de croissance quasiment le plus faible au monde. Et je vais vous donner une stat que je donne de temps en temps. L'Union européenne de 2008 et les États-Unis étaient quasiment au même niveau en termes de PIB. Aujourd'hui, le PIB de l'Union européenne est de 65% celui des États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance. Et on est parmi les derniers, peut-être pas parmi les derniers, mais en tout cas, on n'est même pas classé on est classé 2 fois, je pense, dans le classement ASPI. J'en avais déjà parlé, c'est l'Australian Strategic Policy Institute qui mesure 64 technologies de pointe dans le monde, qui met des indicateurs et qui identifie quels sont les pays qui sont en pointe. Et sur les 64, il y en a 57 aujourd'hui où la Chine est en pointe. Et c'est assez intéressant parce que quand on remonte quasiment au début des années 2000, eh bien, c'était les États-Unis qui étaient en pointe sur quasiment tout et la Chine était derrière. Maintenant, c'est la Chine qui est en pointe, l'Inde et monte dans le classement. Et des pays membres de l'Union européenne, il y en a 2, la France et l'Italie, on a 2 qui sont en pointe sur ces 64 classements. C'est-à-dire qu'on est déclassé d'un point de vue économique, on est déclassé d'un point de vue technologique, et je ne parle même pas des problèmes sociaux, du manque de lits d'hôpitaux, des problèmes de l'éducation nationale, du problème de l'immigration, de tous ces problèmes qui sont en train de gangréner la société européenne. Et on a des responsables politiques qui, au lieu de tacler ces problèmes, au lieu de se demander comment on va faire pour avoir une technologie de pointe, comment est-ce qu'on va faire pour faire des ingénieurs, pour faire que nos élèves à l'école choisissent déjà une bonne voie, parce que tout le monde n'est pas amené à être ingénieur. Et ce n'est pas grave, il y a plein d'autres voies qui sont superbes, et il faut les promouvoir. Mais comment est-ce qu'on va faire pour être compétitif? Au lieu de faire ça, on applique des sanctions contre un pays qui, lui, s'en fiche. Et donc, on est obligé d'aller demander de l'argent à ceux qui travaillent pour aller dépanner ceux qui sont victimes de ces sanctions, qui en plus sont ceux qui sont parmi les plus ardents défenseurs de ces sanctions. C'est la folie. La folie, et c'est pour ça que je pense qu'on peut très clairement parler de l'Union européenne comme de l'homme malade de l'Europe en ce moment. Après tout, Thierry Marini nous expliquait sur cette même chaîne, il y a de ça 2 jours, que l'on venait de voter 140 millions d'aides à l'Ukraine supplémentaires, 140 milliards, pardon. Milliards, autant pour moi. Je suis bien naïf. Donc, effectivement, Nicolas Mercovitch, on n'est plus à 2-3 francs de plus ou de moins pour aider un État de l'Union ou pas. Voilà. Là, je rappelle que sur 140 milliards, c'est à peu près 25 milliards qui seront donc financés par les contribuables français sur 2 ans, sur 2 ans uniquement. C'est complètement délirant. Alors, Nicolas Mercovitch, c'est extrêmement intéressant ce que tu expliques. Est-ce que foncièrement, ces pays baltes dont tu parles, ceci dit, ramènent quelque chose à l'Union européenne? Est-ce qu'elles ont économiquement, stratégiquement, politiquement un intérêt pour l'Union européenne? Non, le seul intérêt, c'est, je pense, de nuire à la Russie aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour les pays baltes, j'ai beaucoup d'amis baltes, mais la réalité, c'est que ça reste des petits pays dont il faut préserver la culture et l'identité, il n'y a pas de doute, mais c'est pas eux qui font vivre l'Union européenne, et eux, en ce moment, leurs économies sont plutôt en train de s'effriter. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un poids pour l'Union européenne. N'oublions pas que dans l'Union européenne, vous avez des pays qui sont récipiendaires d'aide et des pays qui sont contributeurs. La France est notamment contributeur net, c'est-à-dire qu'on dépense plus pour l'Union européenne que ce qu'elle nous rapporte. Et ça veut dire qu'on aide des pays qui sont, eux, récipiendaires. Et c'est comme cela que fonctionne l'Union européenne. Et les pays baltes ne sont pas des grands contributeurs. En revanche, évidemment, dans la stratégie atlantiste de l'Union européenne, le fait d'avoir ces 3 petits pays le long de la frontière russe,
d'avoir fait rentrer ces pays dans l'OTAN. Et je rappelle que quand les pays de l'ex-bloc communiste sont partis vers le camp atlantiste, ils sont d'abord rentrés dans l'OTAN et ensuite dans l'Union européenne, avec évidemment force magouille et versement de fonds occultes et d'émissions dans les politiques de ces différents pays pour faire en sorte que ces pays-là, et je peux comprendre que certains de ces pays n'avaient plus du tout envie d'avoir des relations avec Moscou comme ils en avaient avant, pour autant ils ont été précipités dans des programmes politiques dont ils ignoraient pour beaucoup, je pense, les enjeux réels. Et donc, on se retrouve avec, du coup, des responsables politiques dans ces pays-là qui ne servent pas les intérêts de leurs propres habitants. Et c'est ça ce qui est grave, et c'est ce qu'on peut dire aussi. C'est que l'Union européenne, aujourd'hui, ne sert pas les intérêts. Donc, il y a une espèce de système de vase communicant où on va pomper ceux qui sont plus riches au bénéfice de ceux qui produisent moins. Et les responsables politiques atlantistes, qui sont parmi les plus atlantistes des atlantistes aujourd'hui, mènent des politiques qui sont suicidaires parce qu'à la fin, ce sont les peuples même des pays baltes aujourd'hui et de la Finlande qui sont en train de souffrir. Ce sont eux qui n'arrivent plus à faire de commerce avec la Russie. Ce sont eux qui sont en première ligne si jamais on devait aller vers une guerre européenne, ce que personne ne souhaite. Ces premiers pays aujourd'hui qui vont avoir des problèmes, ce sont les pays frontaliers. C'est pour ça qu'il faudrait un petit peu de phronésis, comme on l'a déjà dit d'Aristote. On est un peu modéré, on réfléchit, on est posé et on fait attention de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et surtout de ne pas trop exciter un pays particulièrement puissant comme l'est la Russie. Donc aujourd'hui, ce qui est dommage pour ces pays, c'est qu'ils se sont faufilés dans la chimère atlantiste, dans le rêve de l'Union européenne, qui ne fonctionne pas. J'étais à une conférence encore hier soir que j'animais, je dis, ça ne fonctionne pas. Malgré toute la bonne volonté, malgré les bonnes raisons qu'il pouvait y avoir pour créer une union de pays européens, parce que nous n'en pouvions plus de 2 guerres mondiales qui nous avaient mis à genoux, le fait qu'on veuille collaborer ensemble a beaucoup de sens dans ce monde multipolaire qui naît avec l'Asie, qui est en train de nous damer le pion dans l'économie, avec l'Afrique, avec une démographie importante et qui veut, je pense, à juste titre, récupérer ses ressources et devenir stable et prospère. Le fait qu'on veuille travailler ensemble entre pays européens a beaucoup de sens, mais l'Union européenne ne répond pas à ça. On est en train de s'appauvrir, de s'affaiblir. Et nos responsables politiques, nous, comme programme politique, aujourd'hui, en France, si on regarde le programme d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous propose? L'euthanasie pour les Français ou la guerre pour l'Europe. C'est ça le programme dont on est en train de discuter aujourd'hui. Et c'est évidemment suicidaire pour la totalité de notre continent. Et donc, je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de sortir de l'Union européenne. Cela ne veut absolument pas dire de ne pas collaborer intelligemment avec les 2 autres nations européennes. Comme je le dis, je le répète, on est d'une même civilisation helléno-chrétienne qui va de l'Atlantique au Pacifique. On a tout ce qu'il nous faut sur ce continent. On a les ressources naturelles, on a le savoir-faire, on a la culture, et sans vouloir agresser, opprimer qui que ce soit, on a tout pour être heureux. On a tout pour être heureux, et l'Union européenne a failli complètement à ses missions. Elle a failli à ses missions, ça ne fonctionne pas. On est dans une situation qui est particulièrement grave. On est en train d'être déclassé au niveau économique et nos sociétés sont malades, elles sont fatiguées, elles sont dangereuses et elles sont au bord de la crise de nerfs. Et c'est pour ça que certains voudraient profiter de ces crises pour nous pousser vers la guerre, ce qui serait la catastrophe. Donc, il faut sortir de cette Union européenne et réfléchir à une autre façon de travailler entre nations européennes souveraines. Nicolas Mirkovic, alors merci pour en tout cas cette brillante analyse de l'homme malade qu'est l'Union européenne au travers notamment de ces États tels que la Baltique. Je voudrais qu'on parle, avant de finir cette émission, je voudrais qu'on parle un petit peu d'un livre qui va bientôt sortir, qui parle de l'histoire de France, justement, de notre beau pays. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots, Nicolas, de ce livre que tu vas sortir pour quoi? Pour le fin d'année, début d'année? Alors, début de l'année prochaine, il sortira fin janvier. Début 2026. Exactement, début 2026. Il s'appelle Déclin et rebond. Comment les Français s'en sortiront? Parce que, notamment dans toutes ces conférences que j'anime, et à force de faire de l'analyse géopolitique et d'analyser les dynamiques internationales, et de partager cette information avec ceux qui me suivent, avec ceux qui s'intéressent à mes travaux. Souvent, j'ai cette question, mais qu'est-ce qu'on peut faire en France? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai beaucoup de personnes qui pensent que c'est fini, que la France ne pourra plus jamais s'en sortir et qu'on a accumulé trop de retard. Et moi,
Et ben voilà, et ben moi je reste optimiste et me fondant sur l'histoire de France. Donc c'est pas un livre sur l'histoire de France, mais je fais très souvent référence à l'histoire de France, à la culture française, au génie français, à la science qui a été développée en France, entre autres, pour montrer que l'histoire de France est écrite de cime en abîme. On a eu des hauts, on a eu des bas. Vous prenez le Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, on était occupé par les Anglais, il y avait 2 papes, il y avait les Armagnacs et les Bourguignons qui se battaient entre eux. Et il y avait là la peste qui avait ravagé 30% de la population européenne. C'était fini de la France. Eh bien non, il y a une petite bergère qui est sortie, qui est arrivée, qui a reconnu le roi, qui a insufflé de l'espoir au sein du peuple. Et c'est un symbole, mais c'est un symbole qui est important. Alors, on a perdu. Il faut y croire. Il faut y croire. Et donc, du coup, je me fonde là-dessus et je montre aussi, j'essaie de démontrer, en tout cas, qu'il faut retrouver de la vertu, que ce n'est pas des programmes politiques dont on a besoin aujourd'hui. On est dans un système politicien qui est vicié. Il faut retrouver du bon sens. Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Qu'est-ce que c'est que la justice? On s'en fiche de savoir si une position est de droite ou de gauche. Est-ce qu'elle est juste? Vous voyez, juste revenir à des bases de la vie en société, de la police, de la politique, revenir un petit peu à Aristote, à Platon, voir ce que les grands juristes européens qui ont fondé notre civilisation helléno-chrétienne, qui ont fondé les nations, qui nous ont permis de fonder notre nation, revenir un peu de ça, de bon sens, de l'autorité sans autoritarisme, pouvoir défendre la liberté d'expression tout en ayant une conscience nationale. Et puis, je dis, les Français ne vont pas refaire renaître la France si les Français ne se retrouvent pas comme peuple. Donc ça, je pense que c'est important de se retrouver sur des valeurs fondamentales. Et ça, c'est possible. Et je donne des pistes aussi. Et je termine aussi sur l'importance. Il y a 2 éléments importants, mais je ne vais pas tout dévoiler. Maintenant, on aura l'occasion. Non, parce qu'on compte bien t'inviter pour la sortie de Voilà, donc je ne dis pas tout pour l'instant. Hop, je fais le teaser là. On parlera de la suite la prochaine fois. Mais c'est un livre qui, j'espère, est d'espoir, fondé sur du concret et l'histoire de France pour montrer qu'on peut s'en sortir. Mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas une solution. Il n'y a pas de solution presse-bouton où on va retrouver notre souveraineté. Tout se passera bien du jour au lendemain. Il y a du boulot et il faut se mettre au travail tout de suite. Et ben voilà, il faut se mettre au travail. En tout cas, c'est fini pour cette émission. L'homme malade de l'Europe, c'était ton choix, Nicolas Mercovitch. On se retrouve la semaine prochaine. Non, on se retrouve pas la semaine prochaine pour cause de Moscou. Je serai de retour à Moscou avec toute l'organisation. Malheureusement, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Et si je ne m'abuse, Nicolas, on a décidé de faire une spéciale sur Donald Trump pour parler de Trump et de sa base MAGA. Est-ce qu'il y a véritablement une fracture? Est-ce qu'il y a toujours un soutien autour du président Trump, j'allais dire du candidat, non, il n'est plus candidat, à quelque chose comme à peu près 1 an des midterms qui arriveront très vite et qui s'annoncent très périlleuses pour le président américain. Nicolas Mirkovic, 1000 fois merci et bonne soirée à toi. Merci et à très bientôt.